l'honneur de vous officier en tant que président de ce jury, que j'ai eu à l'unanimité, sachant que j'étais le seul éligible. Donc, vous allez donc être écouté par ma classe pour nous présenter votre travail de doctorat avec un jury donc, composé de deux rapporteurs, donc Madame Aïcha Sekari-Sekouli, qui est maître de conférence HDR à l'Université Lumière de Lyon 2, et moi-même, François Ferret, je suis professeur à l'Université de Toulouse. Donc, vous avez également trois examinateurs dans le jury, en les personnes de Alexandre Voisin, qui est professeur à l'Université de Lorraine, M. Jean-Paul Chedna, qui est maître de conférence à l'Université de Tours, et le professeur Michel Basset, professeur à l'Université de Haute-Alsace. Et puis donc aux encadrements, bien sûr, thèse qui a été dirigée par le professeur Bertrand Rode de l'Université de Strasbourg et le professeur Bonelian de l'Université de Lorraine. Voilà. Donc nous allons procéder à votre épire. Il n'est pas d'accord, il demande vraiment industriel ce projet sur Olivier Jox. Donc, on va vous écouter pendant 45 minutes après quoi, donc, il y aura une petite discussion avec vous, commençant par les comporteurs, les examinateurs, tout d'accord. D'accord. Oui, Madame Sekari, vous pouvez juste confirmer que vous entendez bien ce qu'on dit? Parfait, c'est bon. Elle est connectée et elle entend. Donc, merci Monsieur Pérez pour cette introduction. Je tenais à remercier donc tous les membres du jury d'avoir accepté d'être examinateur pour ma thèse. Je remercie le public de s'être déplacé pour cet événement important. Et je remercie aussi tous ceux qui sont présents sur Teams, donc qui nous voient en distanciel. Je ne doute pas que si vous aviez pu, vous serez revenus en amphithéâtre 2 à l'IUT d'Haguenau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse de doctorat intitulée Détection et diagnostic de processus de production complexes et hétérogènes, proposition d'une approche d'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage continu. Donc, ce sujet de thèse, il vient d'un partenariat entre un industriel, donc la société SEW Usecom, et deux laboratoires, donc le laboratoire ICUB de Strasbourg et le laboratoire CRAN de Lorraine. Le sujet de ma thèse, il traite de la maintenance prévisionnelle appliquée à l'industrie métallurgique. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, elle se découpe en 6 parties. Donc, d'abord, je vais vous présenter le contexte industriel et scientifique. Puis, en 3 points, je présenterai mes contributions scientifiques. Donc, une première contribution scientifique qui parle de la détection de dérives de processus hétérogènes. Une deuxième contribution qui parle du diagnostic des dérives de production. Et une troisième partie qui consiste en la proposition d'un cadre méthodologique pour appliquer en fait la détection de dérives et le diagnostic des processus de production hétérogènes dans les industries. En 5e partie, je validerai en fait les contributions scientifiques en proposant une application à des cas d'usage industriel appliqués à un processus de taraudage. Et enfin, en 6e partie, je conclurai et présenterai les perspectives qui traitent de mon sujet de recherche. Donc, concernant le contexte industriel, donc, le sujet de thèse a été proposé et financé par la société SEW Usecom. Donc, c'est une société qui produit des motoréducteurs électriques. Donc, vous les avez à droite sur l'image, les produits. C'est un moteur électrique relié à une boîte de vitesse pour réduire soit la vitesse, soit l'augmenter ou améliorer le couple de l'axe. SEW Usecom, en quelques chiffres, c'est 2200 collaborateurs à travers la France, 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est surtout 3 usines de production réparties sur le territoire du Grand Est, plus de 200 moyens de production. Donc, par moyen de production, j'entends des lignes de production et des machines. Donc, on verra un peu plus en détail ce que c'est plus tard. C'est aussi des capacités de production qui permettent de créer jusqu'à 5000 motoréducteurs par jour. Donc, on a une grande cadence de production. Et c'est un produit qui est hautement personnalisable, qui permet jusqu'à 7 millions de combinaisons de produits. On a donc un contexte industriel où on a une grande cadence de production et une variabilité dans le produit qui est assez exacerbée. Et donc ça va avoir un impact en fait sur la ligne de production et la manière dont on va surveiller les dérives et poser des diagnostics. Pour ce qui est des activités des usines de SEW Usecom, il maîtrise son produit de A à Z. Donc on va retrouver des activités de coulage. Donc on va couler des carters en aluminium.
Par exemple, on va avoir des activités d'usinage. Donc là, ça va être de l'arasage de surface, la création de roulements, d'axes moteurs, de pignons, pardon, pas de roulements, d'axes moteurs ou tout type d'usinage qui permettra en fait de passer à l'étape suivante d'assemblage pour créer le produit final, donc le motoréducteur électrique. Il y a aussi des tests de qualité à chacune de ces étapes. Donc ça peut être des tests de qualité qui concernent les dimensions, la porosité des pièces, ou encore des tests électriques pour valider le bon fonctionnement et la sécurité des produits. Suite à ça, il y a des actions de finition. Donc là, ça va être tout ce qui est accessoire, donc des gaines supplémentaires, de la mise en peinture, des revêtements spécifiques pour des environnements difficiles. Et il y a en dernière étape, donc en bout de chaîne, l'emballage et la livraison des produits aux clients. Donc je vais parler beaucoup de processus de production. Donc avant toute chose, je vais les définir. Donc, du point de vue de l'automatisme, du point de vue des lignes de production, on a le bas niveau qui est constitué des composants, des capteurs et des machines. Et ce bas niveau, il est piloté par un niveau d'abstraction plus haut, donc des processus. Et donc, un processus, c'est tout ce qui va permettre aux composants physiques de mener à bien une mission. Donc, moi, je différencie deux types de processus. Donc, les processus support, c'est tous les processus des lignes de production qui ne vont pas transformer le produit et la matière, donc qui n'ont pas de valeur ajoutée du point de vue produit. Et il y a les processus opérationnels, donc c'est tous les processus qui vont transformer la matière ou modifier le produit pour qu'il se rapproche de son attendu final. Et donc c'est sur ces processus opérationnels qui génèrent de la valeur ajoutée qu'on va se concentrer tout au long de cette présentation. Donc ici, vous avez un exemple de ce qu'est une ligne de production. Donc vous voyez que c'est différents composants physiques. Donc là, il y a des robots industriels, il y a des axes, il y a des variateurs de vitesse, il y a des convoyeurs, il y a des capteurs, il y a des actionnaires. Donc c'est très, très varié. Et en fait, ces lignes de production, elles ont des processus qu'on dit hétérogènes parce qu'un même processus, dû à la personnalisation de produit, il est amené à opérer sous différentes conditions et sous différents paramètres. Il y a donc une hétérogénéité dans son application. Les processus, ils interviennent aussi avec une grande variété de composants différents. Et ces composants, ils peuvent être amenés à changer tout au long du cycle de vie de la ligne de production. On peut remplacer un capteur par un capteur équivalent d'une autre marque, ce qui pourrait affecter en fait les performances du processus. Donc, dans les lignes de production, chez SEW Isocom, on a également remarqué qu'il y avait une piste d'amélioration pour améliorer le temps de disponibilité des machines de production. Donc, d'améliorer le gain financier et limiter les arrêts, ce serait de détecter la dérive des processus. Donc, une dérive, ça peut être un processus qui tombe en panne suite à une défaillance matérielle, mais ça peut aussi être un processus qui mène à bien sa mission, mais de manière dégradée, donc en étant moins performant. Et donc, toutes ces dérives, elles ont un impact direct sur la compétitivité d'SEW Isocom et sur ses gains financiers. Et donc, l'idée, ce serait déjà de détecter les dérives de ces processus et de pouvoir diagnostiquer leurs causes racines pour améliorer la disponibilité des lignes de production. Et le constat à SEW Isocom au début de ma thèse de doctorat, c'est qu'il n'y avait pas de connaissances concernant déjà les modes de dégradation des composants. Il n'y avait pas de connaissances expertes sur le lien entre un processus et la dégradation de ces composants, donc comment les composants dégradent un processus. Et il n'y avait pas d'historique de données en fait sur les processus au sens large et encore moins sur des processus déviants, donc dégradés. Cette ligne de production, elle a été produite par un service interne à SEW Isocom qui s'appelle le pôle Process et Innovation. Donc ces problématiques, elles ont été mises en exergue par ce service. Et ce service, il a pour mission de réaliser, de construire et de mettre en production tous les moyens de production des sites français, ou du moins la grande majorité. Ce service, il a aussi une casquette Lean, donc qui s'occupe en fait d'améliorer les flux de production intra-usine, donc d'une ligne de production à une autre, du stock à la ligne de production. Et il a une casquette recherche et développement. Donc, c'est ce service qui est en charge de la recherche et développement concernant toutes les technologies de l'industrie 4.0 du point de vue opérationnel. Et c'est dans ce contexte de recherche et développement que le pôle PPI a proposé une feuille de route de l'innovation en 5 étapes. Donc, les 3 premières étapes ont déjà été validées et déployées sur les sites d'SEW Isocom. Donc, les 3 premières étapes étaient la standardisation de l'automatisme, la mise en service virtuel et les jumeaux numériques. Et aujourd'hui, la problématique qui est attaquée par ce service, c'est la maintenance prévisionnelle à l'échelle des lignes de production. Donc, je parle de maintenance prévisionnelle. Donc, la maintenance prévisionnelle, c'est un terme qui est défini par la norme NF-EN 13306 du lexique de la maintenance. Donc, la maintenance prévisionnelle, au sens de cette norme, c'est une maintenance conditionnelle exécutée
suite à la prévision de tenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien. Du point de vue norme, il y a une norme ISO qui permet de cadrer en fait les 7 étapes de déploiement de la maintenance prévisionnelle. Donc la norme ISO 13374. Donc concernant ces 7 étapes, il y a une première étape qui est celle de l'acquisition des données. Donc là, on va poser des capteurs sur un système complexe pour récupérer des variables représentatives de son état. Ces données, elles vont être envoyées à une phase de traitement des données. Donc là, ça peut être du passage à l'échelle. Par exemple, une donnée qui a été captée en milliampères, la faire passer en ampères, faire des transformations mathématiques ou même créer de nouvelles variables à partir des mesures des capteurs. À partir de ces données traitées, on a le module de surveillance qui est là pour en fait surveiller en temps réel l'évolution des paramètres du système complexe et détecter toute dérive par rapport à une normalité. Une fois qu'une dérive est détectée, on peut passer à l'étape suivante qui est celle du bilan de santé. On va essayer d'établir en fait un diagnostic sur les dérives et d'établir l'état de santé, donc l'état de dégradation du bien observé. Il y a aussi une phase de pronostic où là, on va prendre les données et on va essayer de calculer avec des algorithmes de régression polynomiale, par exemple, son temps de vie restant. Donc, on va essayer de placer un pronostic sur le temps de vie restant du bien observé pour pouvoir passer à l'étape d'aide à la décision. On va proposer à des techniciens ou à des ingénieurs les pronostics et les diagnostics afin qu'ils puissent organiser en fait des actions de maintenance en amont pour ne jamais tomber en panne, en fait, et donc optimiser le temps d'utilisation du bien observé. Et enfin, il y a un module de présentation. Lui, c'est pour présenter les données aux parties prenantes à chaque étape de la norme ISO 13374. Et donc, cette norme ISO, en fait, c'est une contribution d'une communauté scientifique, celle du Prognostic and Risk Management, abrégé PHM. Et en fait, cette communauté scientifique, elle s'intéresse à la science de la prévision des défaillances et à la gestion de la maintenance des systèmes complexes. Donc, pour ce qui est des activités de recherche du PHM, ça ressemble grandement à la norme ISO 13374. Donc, on a des activités de pré-traitement des données, des activités de surveillance de la santé des systèmes, des activités de diagnostic, de pronostic et des thématiques qui gèrent la gestion de la maintenance au sens large. Et l'objectif, c'est toujours d'organiser des actions de maintenance avant la défaillance pour optimiser la disponibilité et le temps de vie des composants. Donc, quand on fait un état de l'art général du PHM, on peut noter quelques points intéressants. C'est que du point de vue de l'application dans la science, la maintenance prévisionnelle, elle est très orientée composants. On trouve beaucoup de travaux sur des composants mécaniques comme des turbines, sur des composants électriques comme des batteries ou des transformateurs. On trouve aussi des travaux sur des flottes de composants, comme le suivi de l'état de santé des moteurs d'une flotte de bateaux, par exemple. Et on trouve des travaux sur les processus industriels, mais ces travaux aussi, ils sont en fait minoritaires. C'est rare qu'on s'intéresse aux processus dans le domaine du PHM. Pour ce qui est de la validation en fait, des modèles et des contributions, tout est souvent testé sur des jeux de données publiques. Donc, les plus courants sont énoncés ici, donc le Nmaps, le Cmaps. On trouve des jeux de données concernant des composants comme des batteries, des roulements, des transformateurs électriques, etc., etc. On a aussi des travaux sur des datasets privés, où là, c'est des cas d'usage industriel, comme ça va être le cas dans cette présentation. Mais ces datasets sont très rarement en fait, mis à disposition, donc ils sont minoritaires du point de vue de la communauté scientifique. On trouve aussi des limitations vis-à-vis de notre contexte de recherche. Donc, il y a des limitations concernant la scalabilité. Donc, les solutions sont souvent testées sur des jeux de données publics qui sont connus par la communauté, mais il y a très rarement en fait, des tests qui ont été menés à grande échelle sur différents types de lignes de production, sur différents types de composants en mode de fonctionnement qui sont hétérogènes. Également, on a une limitation donc, dans la validation. Donc, les résultats ne sont pas validés de manière générique sur des dizaines, voire des centaines de cas d'usage différents. On a des limitations concernant la surveillance et le diagnostic de dérive qui concernent spécifiquement les processus de production hétérogènes. Et on a des manques méthodologiques pour aider en fait, les industries à déployer ça dans leurs usines. Donc, face à ça, on a fait un constat avec l'état de l'art, c'est que les méthodes classiques de maintenance prévisionnelle, basées sur l'analyse de la dégradation des composants, ils n'étaient pas adaptés en fait au contexte industriel de SEW.com qui souhaite se concentrer en fait sur l'analyse de la dégradation des processus, donc du niveau d'abstraction supérieur. Et donc, face à ce constat de l'état de l'art, il y a aussi des verrous industriels qu'a rencontré SEW.com.
Donc, c'est un projet qui est plutôt à ses prémices avec CW Isocom. Donc, on a des verrous industriels qui concernent en fait la collecte de données de dérives, la détection de dérives des processus de production hétérogènes, le diagnostic de ces processus quand ils dérivent, et enfin les moyens pour développer en fait des modèles qui permettraient de faire tout ça. Donc, la détection de dérives et le diagnostic. Il y a aussi une contrainte assez forte qui a été imposée par l'industriel, c'est celle d'utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour développer les modèles de détection de dérives et de diagnostic. Alors, pourquoi cette contrainte? C'est pour un souci de maintenabilité et de déploiement. En fait, les méthodes d'apprentissage automatique, elles sont basées sur la collecte de données et la mise en œuvre d'algorithmes. Là où des alternatives comme les modes basés sur les modèles de connaissances nécessiteraient de modéliser et de comprendre les processus individuellement pour générer des règles de décision. Donc, ce serait très chronophage à l'échelle des 3 sites et 200 moyens de production qui eux-mêmes comprennent plus d'une centaine de processus. Et idem pour les moyens basés sur les modèles physiques où il faudrait modéliser mathématiquement en fait chaque processus de production pour établir des modèles pour détecter les dérives et les diagnostiquer. Et donc, ces verrous, ces contraintes et cet état de l'art général concaténé, ça a donné naissance à nos 3 questions de recherche pour ma thèse. Donc, la première, elle traite de la détection de dérives des processus de production hétérogènes dans un contexte où on a très peu, voire aucune donnée en fait, sur les dérives des processus. Une seconde question de recherche sur comment diagnostiquer en fait, ces processus de production hétérogènes lorsqu'ils dérivent, puisqu'il faut lier un processus à des composants physiques. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et une troisième question méthodologique qui traite de la mise en œuvre de ces solutions dans l'industrie. Donc, la proposition d'un cadre méthodologique pour pouvoir déployer ces 2 activités de la maintenance prévisionnelle de manière guidée et fonctionnelle. Donc là, on arrive sur la 2e section où je vais vous parler de ma première contribution scientifique qui est là pour répondre à la première question de recherche. Donc avant même de parler de comment on détecte une dérive, il faudrait se poser la question de comment on peut représenter un processus de production hétérogène. Et là, l'état de l'art du PHM, il met en avant les séries temporelles. Donc des séries temporelles, on retrouve principalement 2 types. Donc les séries temporelles univariées, où on va suivre l'évolution d'une variable sur un certain laps de temps. Et les séries temporelles multivariées, où on va suivre l'évolution de plusieurs variables sur un certain laps de temps. Et dans notre cas, dans ce contexte de recherche, on va être sur des séries temporelles multivariées. Étant donné qu'un processus industriel implique plusieurs composants, ça va être exceptionnel d'avoir une seule variable pour suivre un processus. En général, c'est plutôt une combinaison de variables représentatives à surveiller en simultané. Donc maintenant qu'on sait représenter un processus de production du point de vue des données, donc en série temporelle, il fallait aussi se poser la question de comment les caractériser. Puisqu'en apprentissage automatique, les algorithmes n'ont pas les mêmes performances en fonction des caractéristiques des données. Là encore, un état de l'art du PHM a permis d'identifier 4 caractéristiques représentatives des séries temporelles. Donc la première, c'est le volume de données, donc le nombre de points dans la série temporelle. La seconde, c'est la corrélation de Pearson, qui est là en fait pour calculer les corrélations linéaires entre 2 variables. Il y a aussi la corrélation de Spearman, qui cette fois-ci est là pour mesurer la corrélation non linéaire entre les variables. Et il y a ce qu'on appelle l'autocorrélation fonction, qui permet de calculer la dépendance temporelle dans une série temporelle. Donc, à partir de là, il a fallu choisir une méthode d'apprentissage automatique qui serait adaptée à notre contexte de détection de dérives dans un contexte où on n'a pas de données historiques sur les dérives de processus. Donc, dans l'état de l'art, on trouve 3 principales familles d'apprentissage automatique qui pourraient être adaptées. Donc, d'abord, il y a les méthodes de classification, où là, on va entraîner un algorithme avec des jeux de données qu'on dit étiquetés. Ça veut dire qu'on sait lier une série temporelle à un état de processus, par exemple fonctionnel, dysfonctionnel, dégradé, et on va venir apprendre des modèles qui, eux, seront capables de donner une étiquette à des données qui ne sont pas encore étiquetées. Il y a les modèles de regroupement ou dit de clustering, où là, on n'a pas besoin de connaître l'étiquette des données. L'algorithme va essayer de regrouper les données par similarité. Donc, on va avoir des groupes de données conformes et des groupes de données qui s'éloignent de cette conformité. Par contre, on n'aura pas la notion d'étiquette. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les algorithmes de détection de dérives, qui ressemblent un peu à la classification, sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs classes d'étiquettes, une seule suffit. Ça veut dire qu'on va avoir un jeu de données avec une seule étiquette, par exemple, série temporelle conforme, et un modèle va être appris là-dessus. Donc, tout ce qui dévie de la conformité sera considéré comme une nouveauté, donc une potentielle dérive. Et c'est sur ce dernier modèle qu'on va se concentrer
pour construire notre contribution scientifique qui concerne la détection de dérives des séries temporelles. Voilà. Donc, en faisant l'état de l'art des algorithmes de détection de nouveautés adaptés à notre contexte de recherche, on a pu isoler 6 algorithmes différents dans le PHM. Donc, les forêts d'isolation, les auto-encodeurs variationnels, les machines à vecteurs de support, les long short-term memory, donc ça c'est une architecture de réseau de neurones, et les modèles de mélange gaussien. Et donc, en concaténant nos travaux sur la caractérisation des séries temporelles, les applications de la détection de nouveautés dans le PHM et notre état de l'art des algorithmes, j'ai pu avoir une première contribution scientifique qui prend la forme d'une méthodologie guidée pour la sélection en fait, des algorithmes de détection de nouveautés adaptés aux caractéristiques des séries temporelles. Et cette contribution scientifique, elle prend la forme de ce logigramme où en fonction de la série temporelle, on va venir calculer les différents indicateurs énoncés plus tôt, hein, donc la corrélation de Pearson, Spearman, l'autocorrélation de fonction. Et en fonction du résultat des indicateurs, on va soit transformer les données pour réduire leur dimensionnalité, soit les laisser brutes. Et en fonction du cheminement, on va pouvoir nous guider l'utilisateur vers un algorithme adapté à ces données. Donc maintenant, avec cette première contribution scientifique, on sait détecter une dérive de la normalité. Par contre, on ne sait toujours pas la diagnostiquer. Donc ça, c'est l'objectif de ma seconde contribution scientifique, qui est là pour répondre à la seconde question de recherche, qui concerne le diagnostic de dérive. Voilà. Donc c'est quoi le diagnostic de dérive? Donc on sait détecter une dérive, mais la première des choses à faire, c'est l'identifier. Parce qu'une machine ou un processus, elle peut dériver de différentes manières. Et les causes racines sous-jacentes, elles ne seront pas les mêmes. Donc, quand on saura identifier les dérives, il faudra aussi être capable de les lier à des composants physiques. Parce que je vous le rappelle, en fait, on analyse des processus de production qui impliquent plusieurs composants physiques différents. Donc, il faudra savoir lier la dérive aux composants physiques qui lui sont responsables de sa dérive. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était un état de l'art des méthodes de diagnostic dans le PHM. Donc, on retrouve 3 types de modèles de diagnostic. Donc, les modèles basés sur la physique, où là, ça va être de la modélisation mathématique des comportements du processus pour le diagnostiquer. Les modèles basés sur la connaissance, aussi abrégé KBM, où là, ça va être la connaissance experte et humaine qui va être utilisée pour créer des règles de décision dédiées au diagnostic. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les méthodes basées sur les données, donc les DDM, où là, on va exploiter les données et des modèles soit statistiques, soit d'apprentissage automatique pour générer les fameux modèles de diagnostic. Donc, je vous rappelle, la contrainte, c'était d'utiliser au maximum l'apprentissage continu. Donc, j'ai repris mon tableau des méthodes d'apprentissage automatique adaptées à la détection de dérives, puisqu'il y a des solutions qui sont également adaptées au diagnostic. Et la solution qui nous intéresse, c'est la fameuse classification qui va nous permettre justement d'identifier des classes de dérives avec précision lorsqu'on aura assez de données. Donc, dans la classification, on retrouve plusieurs familles, mais il y a 2 types principaux de classification. Il y a ce qu'on appelle la classification binaire, où là, on va avoir une seule classe d'étiquettes et tout ce qu'il arrive à reconnaître, il va lui donner l'étiquette de ce qu'il a appris, et tout le reste, ce serait une étiquette négative, donc qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il est binaire, c'est qu'il y a 2 classes possibles. Donc, soit il connaît, soit il ne connaît pas. Et il y a ce qu'on appelle la classification multiclasse, où là, en fait, on va entraîner le modèle avec un jeu de données où il y a différentes étiquettes de données. Donc là, dans cet exemple, on a un jeu de données avec 3 étiquettes différentes, dérive 1, 2 et 3. Et ce modèle de classification, quand on lui présentera une donnée qu'on ne connaît pas et qu'on veut connaître l'état, il va aller la placer dans cet espace de données. Il dira c'est une dérive 1, 2 ou 3. Là où le classificateur binaire, il dira soit c'est une dérive 1, soit c'est inconnu. Et donc, dans notre contexte, j'ai choisi de retenir les classificateurs binaires parce qu'ils sont plus adaptés à la problématique industrielle où les dérives peuvent venir au fil de l'eau. Ça veut dire que dès qu'on a assez de données pour entraîner un classificateur binaire d'une dérive, on va l'entraîner. Et lorsque des données viendront sur une autre dérive, on entraînera un classificateur binaire spécifique à cette nouvelle dérive. Si on avait utilisé des classificateurs multiclasses, on aurait dû réentraîner le modèle en entièreté à chaque apparition de nouveaux profils de dérive, au risque de voir ses performances dégradées et de perdre en précision. Donc l'architecture des classificateurs binaires, il permet en fait d'avoir une architecture plus adaptable, plus facilement interprétable et de réduire les ambiguïtés de classe.
Donc, avec ce choix fait des classificateurs binaires, j'ai mené un état de l'art des algorithmes disponibles dans le THM adaptés au diagnostic. Donc là encore, on a isolé une certaine liste d'algorithmes. Donc, parmi eux, il y a les machines à vecteurs de support, les cas plus proches voisins, les forêts aléatoires, les machines de gradient boosting, les réseaux de neurones convolutifs, les réseaux de neurones récurrents au sens large. Et en fait, on se rend compte aussi en faisant l'état de l'art de ces solutions que chaque algorithme a ses forces et ses faiblesses. Donc certains algorithmes ils sont plus adaptés pour classifier des données avec des dérives lentes, d'autres avec des dérives brutales. Et ça, c'est problématique dans le contexte de recherche, puisque une machine, à un instant T, on a peut-être des données sur un certain type de dérive lente, mais dans le futur, d'autres dérives pourront arriver avec des dérives brusques. Ça veut dire que potentiellement, on serait amené à changer l'algorithme le plus adapté pour la détection et le diagnostic de dérives au fil de l'eau de la vie de la cellule. Et ça, c'est problématique. Et donc, il y a des solutions dans l'état de l'art qui permettent de pallier aux faiblesses des algorithmes. Il y a ce qu'on appelle les ensembles de classificateurs binaires, où là, au lieu de se contenter d'utiliser un algorithme pour générer un modèle, on va en utiliser plusieurs. Donc, comment ça fonctionne? On a certaines données qui arrivent et elles seront présentées non pas à un modèle de classification binaire, mais à plusieurs. Et chaque modèle de classification va donner son étiquette qu'il pense la plus juste au regard des données. Et ces étiquettes, elles vont être récupérées par un système d'agrégation qui, lui, va donc faire soit du vote à la majorité, soit des votes pondérés, soit une fonction mathématique qu'on aura nous-mêmes définie pour générer en fait l'étiquette finale à laquelle il pense que les données appartiennent. Et cette architecture, en fait, elle va nous permettre certaines choses comme, en fait, combiner les forces de différents algorithmes pour avoir un système qui sait capter différents types de dérives ou de transformations en fait, dans les données. Et on va pouvoir créer une architecture en fait, où les faiblesses d'un algorithme seront palliées par les forces d'un autre algorithme. Donc ça, c'est bien pour la scalabilité de la solution et c'est bien pour la rendre future-proof. Par contre, concernant les limites, en fait, cette architecture, elle est très dépendante du choix des algorithmes. Donc, si on faisait un mauvais choix d'algorithme, en fait, on pourrait avoir des algorithmes redondants, donc qui cumulent les mêmes forces et qui accumulent différentes faiblesses. Donc là, on viendrait dégrader les performances de l'ensemble de classificateurs binaires. Et aussi, du coup, ça dépend, l'efficacité de l'ensemble, il dépend directement du choix des algorithmes. Donc, si on fait des mauvais choix, on peut le rendre moins performant qu'un algorithme seul et on peut également le rendre plus complexe pour aucun gain. Et c'est pour ça qu'une de mes contributions, c'est de proposer ce tableau. Donc, ce tableau, il propose en fait des complémentarités d'algorithmes. Donc, il se lit de la manière suivante. On a isolé par colonne 4 types de dégradation dans les données. Donc, ce qui est la gestion des dépendances temporelles, les grands volumes de données, la capture des relations non linéaires et la gestion des données bruitées. Donc là, par exemple, pour la première ligne, pour l'algorithme du random forest, qui est peut-être pas le plus adapté pour la gestion des dépendances temporelles, eh bien, on vient lui proposer les algorithmes 7 et 8 en complément. Donc, les algorithmes 7 et 8, on vient les chercher dans la colonne de gauche. C'est le LSTM et le RNN. Et donc, avec ce tableau, on sera guidé vers le choix des algorithmes complémentaires et ça va pouvoir nous aider à créer un ensemble de classificateurs binaires efficaces au possible. Voilà. Donc maintenant, grâce à ça, on sait identifier des dérives. Donc maintenant, il faut encore les relier à des causes physiques. Donc la proposition que j'ai faite, c'est de proposer un module de diagnostic qu'on dit multimodèle, donc qui combine les DDM, donc les modèles basés sur les données, et les KBM, les modèles basés sur la connaissance. Donc le DDM, je viens de le présenter, en fait, c'est les fameux ensembles de classification binaire. Donc on a la série temporelle qui correspond à une dérive qui arrive. Le DDM, il essaie de la classifier, il propose une étiquette. Et en fonction de l'étiquette qui lui est donnée, on va introduire de la connaissance sous la forme d'un arbre de décision. Donc cet arbre de décision, il est créé via la connaissance humaine, puisqu'un processus, du point de vue automatisme, on sait forcément à quel composant physique il est lié. Donc là, l'idée, c'est de créer un arbre de décision qui va permettre, avec des retours d'informations des techniciens, des opérateurs de maintenance, d'avoir un diagnostic qui s'améliore en permanence. Donc à la première itération d'une dérive, on a un arbre de décision qui présente juste les causes physiques possibles. Et avec les feedbacks des opérateurs, on sera capable de dire la dernière fois qu'il y a eu ce défaut, ça venait du composant 1. La dernière fois, ça venait du composant 5, etc., etc. Et au fil et à mesure, avec les itérations, on sera capable de dire OK, cette dérive, 90% du temps, ça vient du composant 1 et 10% du temps, ça vient du composant 5. Et donc, concernant ma seconde contribution scientifique,
c'est encore une concaténation de la caractérisation des séries temporelles, de l'état de l'art des applications des classificateurs binaires dans le PHM, mon tableau de complémentarité des algorithmes et la proposition des arbres de décision basés sur la connaissance qui vont permettre de créer une méthodologie en fait, pour guider les industriels sur le choix de l'algorithme de classification binaire le plus adapté à leurs données et les algorithmes complémentaires pour créer le fameux ensemble de classificateurs binaires, donc le DDM. Encore une fois, la contribution elle prend la forme d'un logigramme où en fonction des caractéristiques des données, on va venir guider sur une réduction de dimensionnalité des données et sur un choix d'algorithme initial qui lui sera complété grâce au tableau des complémentarités pour créer l'ensemble de classification binaire. Voilà. Donc à ce stade, on sait détecter une dérive et on sait la diagnostiquer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour la déployer en fait dans l'industrie? C'est l'objectif de ce quatrième point qui présente ma troisième contribution scientifique qui répond en fait à la troisième question de recherche. Donc ma troisième contribution scientifique, en fait, elle reprend les deux premières. Donc elle va reprendre ma méthodologie guidée pour la détection de dérives et la méthodologie guidée pour les méthodes de diagnostic. Pour proposer en fait un cadre méthodologique unifié pour les activités de détection de dérives et de diagnostic des processus de production hétérogènes. Donc le cadre méthodologique proposé, il ressemble à ça. Donc c'est un cadre méthodologique en trois phases. Une première phase dite d'apprentissage des nouveautés. On va venir capter les données de nouveautés pour entraîner, capter les données conformes pour entraîner un algorithme de détection de nouveautés qui lui nous permettra d'accumuler des données potentiellement de dérives, donc les fameuses nouveautés, pour passer à la phase 2 du cadre méthodologique, la phase d'expertise et diagnostic, où là, on va exploiter la seconde contribution méthodologique pour créer les modèles de diagnostic et pouvoir les déployer en production, et donc passer en phase 3, où là, on a la détection de dérives et le diagnostic en production, et l'accumulation de données de nouveautés pour pouvoir reboucler sur la phase 2 et réapprendre des modèles de diagnostic au fur et à mesure que des nouvelles données de dérives surviennent dans les moyens de production. Donc, si je fais un focus sur la première phase, elle a une première activité où en fait on va exploiter la première contribution scientifique pour choisir le bon algorithme de détection de nouveautés. On va entraîner cet algorithme et le déployer en production pour en fait capter les fameuses données de nouveautés qui peuvent être soit des nouvelles données conformes qui ne ressemblent pas aux données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle, soit des données de dérive. Donc, une fois qu'on a assez de données, manuellement, on déclenche le passage à la phase 2. Et donc, dans la phase 2, la première chose qu'on va faire, c'est utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour regrouper les données entre eux. Alors, pourquoi on utilise ce genre de technique? C'est parce que potentiellement, en fait, on a des dizaines de milliers de séries temporelles dans la base de données, donc on ne va pas s'amuser à faire ça à la main. Et donc, dans les algorithmes, dans les méthodes de classification binaire, de détection de nouveautés, etc., que vous avez présenté plus tôt, il y avait le regroupement. Et le regroupement, c'est ce qu'on va utiliser ici pour regrouper en fait la base de données par similarité, pour générer ce qu'on appelle des clusters. C'est simplement des données où on va stocker les données similaires entre elles. Ensuite, il y a la connaissance expert qui va être introduite. Donc, un data scientist ou un ingénieur expert des processus, il va venir et il va regarder ces clusters. Il va faire des recoupements avec l'historique de la maintenance, l'historique des défauts qualité, et il va essayer en fait de faire de la fusion de clusters, du filtrage de données, et surtout, il va nommer les clusters en fait, pour qu'à la fin, on ait un cluster où on sait que ça correspond à des données conformes, à des données de dérive 1, des données de dérive 2, etc., etc. Et en fonction de ces clusters, on va pouvoir entraîner les fameux ensembles de classification binaire qui, eux, seront donc capables de détecter les données quand elles correspondent au cluster de données conformes, au cluster de dérive 1, au cluster de dérive 2. Une fois qu'on a fait ça, on va améliorer le modèle de détection de nouveautés, puisque dans les nouveautés, justement, il peut y avoir des données conformes. Donc, on va réintroduire ces données conformes dans les datasets d'apprentissage du modèle de détection de nouveautés pour qu'à l'avenir, les nouvelles données conformes, ils ne les détectent plus comme nouveautés. Et ça permettra en fait d'éviter de stocker des données inutilement et d'améliorer donc la performance du cadre méthodologique. Donc, une fois qu'on a fait ça, manuellement, on passe à la phase 3. Et la phase 3, c'est une phase d'amélioration continue où en fait, on va déployer les modèles de détection de nouveautés, les modèles de diagnostic pour capter en fait détecter et diagnostiquer en temps réel les dérives, mais on va aussi continuer à capter les nouveautés. Et en fonction du volume de la base de données
des nouveautés, on va pouvoir manuellement décider de repasser sur la phase P2 pour réapprendre de nouveaux modèles de dérive s'il se trouve qu'il y a des nouvelles données de dérive dans la base de données, ou tout simplement améliorer en fait les performances de l'algorithme de détection de dérive et les performances des algorithmes de diagnostic avec des données plus récentes. Donc, avec cette proposition, on a potentiellement quelque chose de déployable dans l'industrie, mais faut-il encore le valider? Donc, c'est l'objectif de ce 5e point, la validation du cadre méthodologique, donc des 3 contributions, en appliquant tout cela à un cas d'usage industriel. Et le cas d'usage industriel, il concerne une machine de taraudage. Donc là, ici, vous avez l'image de la machine. Donc, c'est une taraudeuse qui taraude en 4 points et en simultané un flasque moteur. Donc, à droite, vous avez la représentation d'un moteur électrique et le positionnement du flasque moteur. Donc, c'est la pièce qui va principalement servir à relier le moteur électrique à un réducteur ou à un châssis de machine, par exemple. Et donc, la problématique de cette taraudeuse multibroche, c'est qu'on ne savait pas détecter les casses et les imprévus autres. Ça veut dire que des fois, on faisait des cycles de taraudage avec des tarots brisés et donc on faisait de la non-conformité. Aussi, on aimerait, avec le cadre méthodologique, essayer d'anticiper l'usure. Parce que si les tarots ne sont pas cassés, ça ne veut toujours pas dire qu'on fait de la qualité, puisqu'un tarot, c'est une pièce mécanique qui est là pour faire un filetage dans un trou pré-percé. Et en fait, si le tarot est trop usé, on va bien faire un taraudage, mais peut-être que le pas de vis ne sera pas suffisant du point de vue qualité et qu'on ne pourra pas assembler la pièce comme elle le devrait. Concernant la variable représentative pour suivre ce processus de production hétérogène, on a retenu le courant. Étant donné que la taraudeuse elle est alimentée par un variateur de vitesse, l'image du courant, en fait, elle nous permet de représenter assez aisément les efforts de friction entre l'outil tarot et la pièce flasque moteur. Donc, pour mettre en œuvre tout ça, donc, du point de vue opérationnel, pour l'acquisition des données, on a utilisé un automate industriel que vous voyez sur la gauche, c'est l'élément en gris. On l'a relié à certains capteurs de tension et de courant pour qu'on puisse générer en fait les séries temporelles en interne dans l'automate industriel et qu'on puisse l'envoyer vers une partie plus exécutive. Donc cette partie exécutive, elle a été faite en edge computing, donc c'est un PC en pied de machine. Et donc sur cet ordinateur, j'ai fait certains développements en Python qui vont venir réceptionner ces séries temporelles pour les traiter. Pour ce qui est du stockage des données, tout a été stocké sur un serveur interne à SEW Usucom dans une base de données dédiée au format fichier CSV. Donc, du point de vue automate, à gauche, vous avez le tableau qui représente les types de données capturées. Donc, il y a un eurodatage. Donc, chaque mesure est faite avec une date. Donc, chaque mesure est associée à une date. Pour ce qui est des mesures de courant, ils sont faits en milliampères. Donc, une mesure de courant par phase. Donc, c'est un variateur triphasé, donc on a 3 phases. Et la mesure de tension d'entre phases en volts. Pour ce qui est de la fréquence de l'échantillonnage, on mesurait 200 fois par seconde. Et à droite, vous avez l'allure de certains cycles de taraudage. Donc en A, c'est ce à quoi ressemble la série temporelle d'un cycle de taraudage conforme. En B, la série temporelle d'un cycle de taraudage où les tarots sont usés et sont proches de la non-qualité. En C, c'est ce à quoi ressemble une dérive inconnue. Donc c'était une dérive où on n'a pas su coller une cause, en fait. Et en D, on a une série temporelle qui correspond à un cycle de taraudage qui a été fait avec un tarot cassé. Donc instinctivement, on voit que c'est assez différent, mais du point de vue informatique, c'est plus complexe que juste jeter un coup d'œil pour différencier ces données. Et c'est pour ça qu'on essaie d'intégrer notre cadre méthodologique. Donc voilà, première étape du cadre méthodologique, on a notre automate qui génère les séries temporelles, on va les stocker. Et quand moi j'avais eu 600 cycles de taraudage, donc 600 séries temporelles, j'ai exploité ma première contribution scientifique pour trouver quel algorithme de détection de nouveautés matchait le mieux avec mes données, et j'ai entraîné un LSTM pour faire de la détection de nouveautés. Donc là, 2 cas de figure pour les nouvelles séries temporelles. Soit elles sont reconnues par le LSTM, et du coup, ça veut dire qu'elles sont conformes, et on ne fait rien. Soit elles sont considérées comme une nouveauté, donc comme ne ressemblant pas au jeu d'entraînement du LSTM, et elles sont donc stockées dans une base de données historique dite de nouveautés. Et encore une fois, je le rappelle, ces nouveautés, ça peut être à la fois des cycles conformes et des cycles non conformes. Une fois que j'avais assez de données dans cette base de données, je suis passé à la phase 2 du cadre méthodologique, donc expertise et diagnostic. Donc dans mon cas, la première fois que j'ai fait ça, c'était au bout de 3600 séries temporelles. Donc quand j'avais ces 3600 temporelles, j'ai utilisé des algorithmes de regroupement déjà pour regrouper les données par similarité et faciliter la création des ensembles de classificateurs binaires.
Donc, j'ai trouvé 8 clusters différents. Donc, j'ai utilisé dans un premier temps le DBScan pour isoler les valeurs qui se dissocient de la masse. Donc, en fait, sur le graphique de gauche, là, en bleu, c'est les données qui correspondent à l'usure normale d'un tarot. Donc, du tarot neuf au tarot usé, on a des données qui se dégradent, mais de manière assez compacte. Et les données représentées en jaune et en mauve, donc cluster 1 et cluster 0, c'est ce qui a été détecté comme un peu déviant de la normalité. Donc, c'est principalement soit des dérives, soit du bruit. Et à droite, j'ai utilisé le Camine sur la fameuse masse bleue qui correspond à des données de dégradation classique du processus. Donc là, j'ai trouvé 6 clusters. Donc en haut à droite en mauve, c'est ce qui correspond à des tarots neufs. Et en bas à gauche en jaune, c'est ce qui correspond à des tarots très usés, proches de la non-qualité. Donc à partir de ces 8 clusters, moi j'ai introduit la connaissance experte. Donc j'ai fait de l'identification de données. Donc on recoupe avec l'historique des changements des tarots, l'historique des défocalités, l'historique de la maintenance des différentes interventions, pour pouvoir déjà fusionner les clusters entre eux, si nécessaire, supprimer les clusters pas pertinents, comme le bruit par exemple, et mettre un nom sur les clusters qui correspondent à une dérive. Donc on a retenu 3 clusters. Un cluster de données conformes qui correspond à des tarots OK, donc c'est la zone verte en haut à droite sur le Camine. Un cluster qui correspond à des tarots usés et un cluster qui correspond à des cycles avec des tarots cassés. Donc avec ces 3 clusters de données, on a pu entraîner 3 ensembles de classificateurs binaires en exploitant la seconde contribution scientifique. Et donc une fois qu'on avait créé ces modèles de diagnostic, on a pu passer à la phase 3 du cadre méthodologique, donc l'apprentissage continu. Donc, une fois déployé, comment ça fonctionnait? L'automate, il continue à m'envoyer mes séries temporelles sur mon ordinateur et mes scripts en Python. Ils ont traité les données. Donc, ça arrive sur l'algorithme de détection de nouveautés. Donc, là, 2 cas de figure. Soit il reconnaît les données et tout va bien, c'est conforme. Soit il ne reconnaît pas les données et c'est potentiellement une dérive. Donc, ces données qui correspondent potentiellement à une dérive, ils sont envoyés aux classificateurs binaires, aux ensembles de classificateurs binaires, pardon. Et donc, 2 cas de figure. Soit un classificateur reconnaît les données, et si c'est un classificateur de dérive, on envoie un diagnostic de dérive à l'opérateur. Soit aucun des classificateurs de données ne reconnaît les données, et c'est peut-être, du coup, soit un nouveau type de profil conforme, soit une dérive. Et donc, c'est stocké dans la base de données des nouveautés. Et donc, là, manuellement, on pouvait décider, en fonction de la taille de cette base de données historique, de relancer une phase d'apprentissage continu, donc de reboucler sur la phase P2 pour créer de nouveaux modèles de dérive ou améliorer les modèles existants. Donc, du point de vue des résultats, le cadre méthodologique nous a permis, la mise en œuvre du cadre méthodologique nous a permis de valider la détection de nouveautés, son efficacité, nous a permis de diagnostiquer des dérives de manière assez fiable, hein, plus de 90% de réussite. La phase d'apprentissage continu, elle nous a permis d'apprendre de nouveaux types de données conformes. Un jour, il y a eu une urgence et ils ont dû modifier la machine pour faire un autre type de pièce. Et donc, ils ont changé les tarots. Avant, c'était des tarots M6, ils ont utilisé des tarots M5. Et en fait, dans l'apprentissage continu, on a pu capter cette dérive et apprendre un profil de données conforme qui correspondrait à un cycle avec des tarots M5. Et ça, indirectement, ça nous permettrait de faire des garde-fous et de savoir si le bon outil est monté en fait, pour la bonne référence de pièce. Du point de vue amélioration industrielle, donc dans les faits, avec les données comparées, on a pu détecter 90% des événements de casse de tarot. On a pu, sur 2 semaines, anticiper la production de 60 pièces non conformes. Et donc ça, si on projetait ça à plus grande échelle sur l'usine, ça nous permettrait potentiellement d'augmenter la productivité des taraudeuses de 1,5%. Donc, de faire jusqu'à plus 1560 flasques par an. Ça nous permettrait aussi d'éviter les coûts liés en fait au recyclage des pièces, hein, parce qu'un flasque moteur rebuté, en fait, il est refondu. Ça implique qu'on le stocke quelque part, qu'on engage des frais logistiques pour le déplacer de la machine à un centre de rebutage. Et dans ce centre de rebutage, on devrait refondre la pièce, donc mettre en œuvre des moyens financiers pour fondre la matière. Et également, cette matière refondue, on devrait la réusiner pour refaire des pièces. Donc là aussi, on pourrait avoir un gain financier. Et donc, si on faisait ça à l'échelle de tous les processus de l'usine, en améliorant uniquement de 1,5%, sur une tarodeuse, sur les taraudeuses, on pourrait gagner jusqu'à 16 350 moteurs par an. Donc, un gain financier, encore une fois, non négligeable, si on rapportait ça au chiffre d'affaires d'SEW Isocon. Donc, voilà pour l'application et la validation de mes contributions scientifiques. Maintenant, pour ce qui est des conclusions et des perspectives, donc, le travail de validation a permis de valider les contributions scientifiques. Donc, aujourd'hui, on a une solution qui est capable de proposer une détection de dérive sans données de dérive nécessaires préalablement.
On a une proposition pour faire le diagnostic de ces dérives, donc qui combine les DDM et les KBM. On a la proposition d'une approche intégrée pour permettre aux industriels de déployer progressivement les activités de détection de dérives et de diagnostic des processus de production hétérogènes. Et on a pu valider sur un premier cas d'usage que le concept tenait la route. Par contre, pour ce qui est des perspectives, on se rend compte que un travail de thèse, c'est limité dans le temps, donc on pourrait encore améliorer la solution. Donc, du point de vue de recherche opérationnelle, on pourrait essayer d'améliorer le processus d'agrégation. Donc, moi, j'ai choisi de faire un vote pondéré pour le choix des ensembles de classification binaire, mais ce choix, c'est un expert qui l'a fait, donc c'est moi. Donc, on aurait pu aussi réfléchir à des solutions pour choisir la fonction d'agrégation au regard des données, au regard des modèles choisis. Donc là, il y a une certaine piste de recherche intéressante à creuser. On pourrait aussi essayer de mettre des indicateurs en fait, pour suivre la dégradation des performances de modèles de détection de dérives et de diagnostic, parce que les modèles sont efficaces à un instant T, mais ce n'est pas exclu qu'au fil du temps, ils perdent en efficacité suite à l'usure de toute la mécanique de la ligne de production ou à des changements de référence de pièces. Si on change un capteur A par un capteur B d'une autre marque, il n'est pas exclu que les performances du processus baissent. On pourrait aussi faire un peu de recherche opérationnelle sur comment automatiser les boucles d'amélioration continue. Donc là, le passage des boucles P1 à P2 à P3, elle se fait de manière manuelle. Donc c'est moi qui ai décidé quand est-ce que je passais à la phase suivante. On pourrait ici imaginer d'intégrer des agents pour automatiser ces passages de phase. Du point de vue général, donc on a validé le cadre méthodologique sur un cas d'usage, mais ça n'assure pas en fait sa généricité. Pour valider sa généricité, il faudrait appliquer le cadre méthodologique à différents cas d'usage, de différents types d'industries et de différents domaines. Donc ce point-là, je vais avoir la chance de pouvoir le tester. Donc cette perspective, je vais l'exploiter dans mon prochain travail où je vais essayer d'exploiter ce cadre méthodologique pour la maintenance prévisionnelle de serveurs informatiques. Donc rien à voir avec des processus industriels et la métallurgie. Il y a aussi des pistes concernant la réduction de la dépendance à l'expertise humaine. Pour créer les diagnostics, il faut vraiment quelqu'un de dédié avec certaines compétences. On pourrait essayer d'automatiser ça ou de réduire, ou du moins réduire en fait la dépendance à l'humain. On pourrait aussi faire de la recherche et essayer d'étendre le cadre méthodologique à l'étape de pronostic, puisqu'au regard de la maintenance prévisionnelle, aujourd'hui, on s'arrête au diagnostic. Mais la maintenance prévisionnelle, c'est aussi du pronostic, donc calculer le temps de vie restant des équipements, et de l'aide à la décision. Donc, une perspective intéressante, ce serait d'intégrer le pronostic au cadre méthodologique. On pourrait aussi réfléchir à la gestion des faux positifs. Donc ça, ce n'est pas arrivé dans notre cas d'usage, mais on pourrait imaginer des dérives qui sont très ressemblantes du point de vue des données avec des causes sous-jacentes physiques totalement différentes. Et il serait intéressant de voir comment réagit le système si on a ce cas de figure. Donc comment on discrimine c'est une dérive A, c'est une dérive B, et comment on prend les décisions. Et enfin, SEW Isocom est partie prenante d'un projet européen qui s'appelle Modapto, qui s'intéresse au déploiement de ce qu'on appelle les systèmes de production reconfigurables, donc les RMS. Et un des prérequis pour mettre en œuvre des RMS, c'est d'avoir des lignes de production qui sont capables de s'auto-diagnostiquer ou à minima de rendre compte de leur état de santé. Et donc la maintenance prévisionnelle, c'est une des premières étapes qui permet d'avoir cet auto-diagnostic. Et donc, ce travail de recherche, il est plutôt axé vers cette tendance des industries à aller vers les RMS. Donc, c'était la dernière présentation de mon slide. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, je vais laisser la main à M. Pérez pour la suite et pour la phase de questions.